Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à 28 minutes samedi. Nous allons passer ce début de soirée en compagnie d'un grand médecin, le gynécologue Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes victimes de viol au Congo, un bienfaiteur, un homme de paix, tellement qu'il a d'ailleurs obtenu le prix Nobel de la paix. C'était en 2018. Et puis avec Denis Mukwege, on va aussi se plonger dans l'actualité de la semaine, bien sûr. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur le plan France 2030, lancé cette semaine par Emmanuel Macron. 30 milliards d'investissements en 5 ans pour inventer les champions de demain. Véhicules électriques, hydrogène vert ou petits réacteurs nucléaires, notre pays peut-il gagner la bataille de l'innovation alors que les États-Unis de Joe Biden, comme nos concurrents européens, pratiquent eux aussi un interventionnisme massif? Puis nous nous pencherons sur l'enseignement de la laïcité à l'école, un an après la mort de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné à la sortie de son collège par un djihadiste pour avoir montré des caricatures de Charlie à ses élèves. Un hommage lui était rendu cette semaine dans les établissements scolaires. Alors comment enseigne-t-on aujourd'hui la laïcité et la liberté d'expression à l'école? On en débattra. Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec Marie Bonisso qui nous emmènera en mer du Japon avec sa photo de la semaine. Et voilà le programme. Ça vous va, Nadia Dam? Ça me va comme à chaque fois, René Belli. Formidable. Et c'est pour ça que vous revenez. Exactement. Bonsoir Nadia, Bonsoir, bienvenue René. à vous. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir. Et votre inoubliable et inimitable cravate. Je ne suis pas Bienvenue. seul ce soir. Bienvenue à vous deux, à votre cravate et à vous. Je ne suis pas seul. Bonsoir docteur Denis Mukwege. Nous sommes Bonsoir. ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes donc gynécologue, vous êtes prix Nobel de la paix, bien sûr. C'était en 2018. Vous publiez ce livre, La force des femmes, chez Gallimard, aux éditions Gallimard, qui raconte justement votre combat, votre vocation, votre combat, votre mission, en particulier évidemment au Congo. Cette spécialité, pourtant, la gynécologie, ne s'imposait pas d'elle-même au départ. Vous êtes médecin, notamment, la vocation vous est venue notamment de votre père, qui était pasteur pentecôtiste. Mais au départ, vous étiez plutôt intéressé, tenté par la pédiatrie. Pourquoi est-ce que finalement, vous vous êtes tourné vers les femmes, vers la cause des femmes? En effet, lorsque je commence à travailler comme médecin dans un hôpital rural, je vais être choqué par la situation des femmes. Régulièrement, à l'hôpital, on recevait des femmes qui venaient donc de villages, transportées sur des brancards, mais qui ont saigné à blanc et qu'on n'avait qu'à constater la mort. Et là, effectivement, la question que je m'étais posée à l'époque, dois-je faire la pédiatrie ou il faudrait plutôt que je m'oriente vers l'obstétrique, puisqu'on ne peut pas avoir des enfants sans leur mère. Et donc, voilà, la vocation de l'obstétrique était née et je suis venu en France pendant 5 ans pour faire la gynéco et l'obstétrique. Avant de retourner ensuite en Afrique, au Congo, on va voir ça dans un instant, justement pour bâtir cette société dont vous écrivez que vous rêvez que les mères soient reconnues dans cette société comme les héroïnes qu'elles sont. Tout de suite, on va regarder votre portrait, Denis Mukwege. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet et il est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Denis Mukwege, j'ai bien compté, votre poitrine est bardée de 29 décorations et distinctions dont un prix Nobel, soit davantage que celle d'un général russe en fin de carrière. 10 universités à travers le monde vous ont distribué le titre de docteur honoris causa. Il n'y a pas une tribune d'où vous n'avez fustigé les violences sexuelles faites aux femmes. Maison-Blanche, ONU, Parlement européen. Je crois que c'est une responsabilité que chacun de nous devrait avoir par rapport à notre humanité commune. Quand on ne dénonce pas, on ouvre la porte au bourreau, dites-vous. 1955, vous naissez à Bukavu, sur les bords du lac Kivu au Congo. 3e d'une fratrie de 9 enfants, on se sert un peu à la maison. À 8 ans, vous suivez votre père pasteur dans ses tournées pour soulager les souffrances de ses ouailles. Naissance d'une vocation. Vous voulez devenir Muganga, celui qui porte une blouse blanche. Études de médecine au Burundi, retour au Congo. La pédiatrie vous tente, mais le nombre de femmes décédant en couche réoriente votre vocation. Après une formation en France, vous en revenez gynécologue. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Confronté pour la première fois en 1999 à une victime d'un viol collectif comme arme de guerre, vous comprenez qu'il ne s'agit plus seulement de soigner, mais de réparer. Les gens ne réalisent pas combien une femme qui a subi l'humiliation, la torture, la mutilation, violée par plusieurs personnes, à quel point sa vie est détruite.
Depuis, des dizaines de milliers de femmes abusées, martyrisées, sont passées entre vos mains. Elles vous doivent leur survie, vous leur devez votre surnom, l'homme qui répare les femmes. Les honneurs s'abattent sur vous comme une pluie tropicale, les haines aussi. Victime d'un attentat en 2012, vous vous réfugiez à Bruxelles, mais bien vite vous retournez à l'hôpital Panzi que vous avez fondé. Vous y vivez sous haute protection. C'est triste à dire, mon cher Denis, les médailles ne sont pas une armure. Alors, docteur Mukwege, pour réparer les femmes selon le surnom qui vous a été donné, justement, vous avez une approche globale, une approche holistique. C'est-à-dire vous soignez aussi bien les blessures psychologiques, les blessures psychiques, que les blessures physiques. Et vous cherchez même à changer les mentalités de l'ensemble de la société, c'est-à-dire aussi celles des hommes et puis des familles qui abandonnent parfois, justement, ces femmes qui ont été victimes de viol. Cette approche, nous l'avons adoptée, c'est progressivement, puisque lorsque les femmes arrivaient à l'hôpital après avoir subi ces humiliations, le traitement physique ne suffisait pas. On s'était rendu rapidement compte qu'après les avoir soignées, elles ne voulaient pas partir. Elles avaient toujours des plaintes qui sont en fait des plaintes par rapport à une somatisation de leur situation. Et progressivement, on a compris qu'il fallait absolument associer une prise en charge psychologique. Mais lorsque les femmes se portent bien physiquement et psychologiquement, elles vont mieux. Le problème qui s'est posé, c'était le problème de l'autonomie. Ce sont des femmes qui sont rejetées dans leur communauté, rejetées par leur mari pour le fait d'avoir été violées. Et donc, les renvoyer dans leur communauté sans qu'elles soient autonomes, c'était tout simplement les renvoyer dans une communauté où elles seront encore violées et abusées. Donc, nous avions introduit le troisième pilier de notre prise en charge qui est la prise en charge socio-économique. Mais lorsque les femmes se portent bien, qu'économiquement, elles peuvent subvenir à leurs besoins, les besoins de leurs enfants, surtout envoyer leurs enfants à l'école, c'est là où on voyait que les femmes revenaient pour nous demander de les accompagner devant les cours des tribunaux. Et là, je crois que c'est la prise en charge que nous appelons la prise en charge holistique, mais également qui transforme la peine des victimes en pouvoir. Et lorsqu'elles ont ces pouvoirs, ces femmes, elles veulent absolument qu'elles soient reconnues. Et voilà pourquoi nous allons progressivement vers la transformation de toute la société. Ces femmes, justement, Nadia. Oui, parce que dans votre livre, vous évoquez à plusieurs endroits la question de la honte qui traverse ces femmes après avoir subi un viol, une honte qui va avoir des conséquences très concrètes parce que ça va retarder généralement leur arrivée à l'hôpital et donc la prise en charge de certaines complications, des grossesses non désirées, d'infections au VIH, des IST. Comment est-ce qu'on fait pour inverser la culpabilité? Ce ne sont pas à elles d'avoir honte, c'est pas à elles de se cacher. Je crois que c'est la société patriarcale qui est construite comme ça, où la honte du viol, au lieu qu'il soit sur les épaules des criminels, de lui qui a commis les viols, cette honte est sur les épaules. C'est une salissure sur le corps des femmes. Voilà, exactement. Et ça fait que finalement, les femmes sont obligées de garder silence et de ne pas en parler. Et quand elles n'en parlent pas, donc elles ne peuvent pas venir obtenir les soins que nous ne pouvons malheureusement parfois donner qu'en ayant 72 heures. Après, c'est trop tard. Mais c'est la règle du silence, le silence qui est une arme absolue des bourreaux pour continuer à perpétuer leurs actes ignobles sur les femmes. Alors aujourd'hui, au Congo, la guerre est terminée et pourtant les viols continuent. Pourquoi? Effectivement, le monde croit que la guerre est terminée, mais hier soir, j'étais en contact avec mon staff qui m'avait informé effectivement que dans le haut plateau d'Ouvira, il y a eu des affrontements qui ont amené toute la population de quitter leur village. Et dans des affrontements comme ça, souvent, en fait, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Et je crois que la guerre n'est jamais terminée. En République démocratique du Congo, ça fait 25 ans de souffrance pour la population de l'Est du Congo. Ça fait 25 ans que les femmes sont
régulièrement mutilés, violés en public, humiliés. De manière particulièrement atroce. Vous racontez atroce. En détail Donc, ce sont des viols avec extrême violence. Ouais. J'avais travaillé dans la région pendant 14 ans. J'ai vu ce type de viol, c'est pendant la guerre, donc c'est une véritable arme de guerre. Et donc aujourd'hui, c'est toujours une arme de guerre, le viol au Congo? Absolument, c'est utilisé pour déplacer les populations de leur village, déplacer les populations de là où il faut exploiter les mines, etc. Et je crois que ça, c'est une arme très très efficace, puisque lorsqu'une femme est violée en présence de son mari, de ses enfants, de la communauté, souvent le mari n'a pas d'autre choix, sa masculinité est touchée et donc il va chercher l'anonymat et la femme, à force donc d'être violée de façon répétitive, elle aussi va quitter et il y a une dislocation familiale, destruction du tissu social. On va remonter un petit peu en arrière, Denis Mukwege. Vous allez voir, on a une archive à vous montrer. On va remonter 40 ans en arrière, 37 ans très précisément. C'est un grand écrivain qui parle de son héroïne. C'est une figure, d'ailleurs, cette héroïne, une figure à laquelle vous rendez hommage dans ce livre. Cette héroïne, c'est un peu la même que la vôtre, Nadia. Oui, en effet, on est le 24 septembre 1974. L'écrivain Romain Gary est invité sur le plateau de la RTF. Il est interrogé sur sa mère, qui était une figure centrale, mais aussi très complexe de son œuvre, en particulier du livre La promesse de l'aube. Sa mère l'a élevé seule. Elle voulait faire de lui un héros, un homme, quoi que ça veuille dire. Et voilà ce qu'il répondait quand on lui demandait ce que représentait sa mère pour lui, Romain Gary donc. Pour moi, elle représentait à l'époque la sécurité. Une sécurité dont, je dois dire, j'ai été égorgé pendant ces premières années de ma vie. Et lorsque l'insécurité est venue, et qui n'était point due à ma mère, mais au fait qu'elle devait lutter pour survivre, j'ai ressenti une profonde amertume dont je ne me suis jamais guéri contre une société qui imposait à une mère une lutte aussi acharnée pour qu'elle pût accomplir ce qu'il y a de plus naturel au monde et ce qui devrait être le plus simple au monde au point de vue économique, c'est-à-dire d'élever son enfant. Alors, si on a choisi cette archive, c'est à la fois parce que ça fait écho à la manière dont votre mère à vous a sans cesse encouragé, puis également parce que vous interrogez le rôle des mères, en particulier dans l'éducation des garçons. Vous parlez de masculinité, la façon dont elles contribuent parfois à la construction d'une masculinité dangereuse. Comment est-ce qu'on élève des garçons hors de ces schémas-là, pour qu'ils ne deviennent pas des violeurs? Je pense que c'est une éducation qu'on fait sans vraiment tenir attention. Et beaucoup de mères ne sont pas conscientes que mettre leurs garçons au piédestal, leur montrer qu'ils ne doivent pas échouer, ils ne doivent pas avoir des émotions, ils ne doivent pas pleurer, etc. Tout ça, ils sont en train de créer tout simplement une masculinité toxique. Je crois que la masculinité, ça s'apprend. On te dit comment tu dois te comporter comme garçon. Et malheureusement, ces comportements, on peut très très bien voir après que c'est un comportement qui a des conséquences sur les relations hommes-femmes. Qui entraîne la domination? La domination, où on est dans une relation à l'âge adulte, dans une relation de force et de domination. Et je pense que l'éducation est capitale pour pouvoir changer ces paradigmes. Il n'y a pas d'autre façon de voir la chose. Il faut absolument amener à ce que l'éducation qui doit partir du berceau, donc du berceau jusqu'à l'âge adulte, où je crois que nous faisons beaucoup d'attention pour nos filles, mais pas assez pour nos garçons. On a toujours l'impression qu'ils vont se débrouiller. Mais bon, ben voilà. Alors, Denis Mukwege, vous avez connu évidemment depuis toutes ces années une grande reconnaissance internationale, de nombreux honneurs, 29 décorations, avait même compté tout à l'heure Philippe Ridet dans le portrait qu'il vous a consacré. Et parmi ces décorations, évidemment, le prix Nobel de la paix, c'était en 2018. Mais au fait, Jean-Mathieu, à quoi ça sert un prix Nobel? C'est une très bonne question, Renaud. Et cette question, on se l'est posée même 136 fois, figurez-vous. Enfin, soit le nombre de fois qu'on a remis un prix Nobel de la paix depuis sa création. Parce qu'un prix Nobel, ça peut servir de temps en temps pour mettre un coup de pression sous les gouvernements, comme avec le lauréat de 2010, Liu Xiaobo, qui est un dissident chinois. Et ça avait provoqué l'ire de Pékin à l'époque. Mais parfois, les récompensés oublient le devoir moral que la récompense implique. Ainsi, on se souvient de la Birmane Aung San Suu Kyi, qui n'a pas reconnu le génocide de Rohingya dans son pays, Barack Obama qui l'a reçu dès le début en fait de son mandat et qui n'a pas fermé Guantanamo, ou le plus cynique des Nobelisés, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, Nobelisé
en 2019 pour avoir mis fin au conflit avec l'Érythrée et qui, 1 an pile après avoir reçu son prix, a entamé une guerre dans la région du Tigré. Donc un Nobel de la paix ne fait pas toujours la paix. Alors, vous qui l'avez reçu en 2018, qu'est-ce que ça a apporté, le prix Nobel de la paix? Si vous suivez mon discours à Oslo, j'avais très bien dit qu'en donnant le prix Nobel, il faut que ces prix Nobel puissent se traduire par des faits. Et je crois que pour nous, les prix Nobel signifiaient d'abord, la reconnaissance de toutes ces femmes victimes de violences sexuelles. Moi, j'avais jubilé ces jours-là, parce que je m'étais dit, après plus de 15 ans en train de se battre pour que ces femmes soient reconnues, finalement, le monde les a reconnues. Et la reconnaissance doit entraîner pas seulement une émotion, mais une action. Il fallait absolument qu'il y ait une action pour permettre à ce que ces femmes puissent non seulement être reconnues, mais qu'elles aient la justice. Et aujourd'hui, je crois que nous nous battons pour qu'effectivement, il y ait une justice pour ces femmes. Il a été publié en 2010 un rapport qu'on appelle communément les rapports mapping qui répertorie 617 crimes, incidents. Et ces incidents peuvent être qualifiés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Et ça, c'est un rapport qui a été fait par des experts des Nations Unies, 100 experts qui ont travaillé pour faire ces rapports. Et ils ont donné des recommandations. Et parmi ces recommandations, c'est la justice transitionnelle qui doit permettre à ce que ces femmes, non seulement qu'elles aient leur droit à la justice, puisque tout crime contre l'humanité, toute victime a droit à la justice. Deuxièmement, elles ont droit à la vérité, elles ont droit à des réparations et surtout, elles ont droit à la non-répétition. Mais aujourd'hui, à l'absence de justice, j'ai soigné la première, la deuxième génération. Oui. Et pendant combien de temps dois-je continuer à soigner ces victimes? Et c'est pour ça, donc, évidemment, que ce combat continue, y compris après et grâce aussi au prix Nobel. Docteur Mukwege, on va maintenant entamer tous ensemble notre petit tour de l'actualité. Et on va d'ailleurs continuer à parler prix Nobel en embarquant, vous allez voir, avec Gaël Legras, comme chaque samedi, il nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. Et ce soir, on part pour les Philippines. L'attribution du prix Nobel de la paix à la journaliste Maria Ressa représente un événement considérable aux Philippines, pays dirigé par le très autoritaire président Rodrigo Duterte depuis bientôt 6 ans. Ressa hopes her Nobel Peace Prize award will further inspire Filipino journalists to stand up for press freedom. Maria Ressa dirige le site d'information The Rappler depuis 2012. Elle a dénoncé les assassinats, plus de 27 000 morts ordonnés par Duterte pour lutter contre le trafic de drogue. Elle a publié de nombreuses enquêtes sur les exactions de la police et de l'armée. Et aujourd'hui, jugée coupable de diffamation, elle est condamnée à 6 ans de prison en attente de son procès en appel. Lorsqu'elle a appris la décision du comité Nobel, elle s'est montrée très émue. It's a recognition of the difficulties, but also hopefully of how we're going to win the battle for truth. Évidemment, une partie de la presse philippine se réjouit. Le Philippine Daily Inquirer titre « 1000 acclamations pour Maria Ressa » et rappelle les attaques incessantes de l'administration Duterte contre Ressa. De l'autre côté, Manila Times ne fait pas dans la nuance. Pour son éditorialiste, Ressa est une fraude et elle crache des mensonges pour se présenter comme une pauvre victime. Dans ce pays où, selon The Rappler, justement, sous Duterte, 20 journalistes ont été tués, 4 arrêtés et 230 harcelés, le porte-parole de la présidence a lui aussi réagi à l'attribution du Nobel à sa compatriote. It is not a slap on the government. There is no slap there because as everyone knows, no one has ever been censored in the Philippines. Sournoisement, il a également félicité Maria Ressa en rappelant que la justice devait encore statuer sur sa peine de 6 ans de prison, ce qui n'a pas laissé la journaliste sans réaction sur la chaîne philippine ABS-CNN. I suppose I thank you, and then what I didn't appreciate is almost hand in hand. It came with a hit, so thanks, but no thanks. Voilà, d'une certaine manière, Maria Ressa applique donc le principe édicté en son temps par Pierre Dac. La façon de remercier dépend de ce que l'on reçoit. Eh oui.
Ah, l'indépassable sagesse de Pierre Dac. Merci Gaël Legrand. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Et pour ça, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Nélia Latrousse, vous êtes journaliste à Radio France. Bonsoir, bienvenue. Et à vos côtés, Stéphane De Vries, vous êtes correspondant pour les Échos et Euronews aux Pays-Bas. Bienvenue à tous les deux. Et tout de suite, notre premier sujet d'actualité, Nadia, c'est donc cet ambitieux plan France 2030 annoncé cette semaine par le chef de l'État. Oui, c'est le projet d'Emmanuel Macron. Il a été dévoilé mardi. Ont été précisés sur tous les secteurs dans lesquels l'État allait investir 30 milliards d'euros sur 5 ans. Il a largement, Emmanuel Macron, fait le lien entre innovation et réindustrialisation. C'est jamais facile à dire, mais j'y ai réussi. Bravo. C'est comme ça qu'on fera. La deuxième fois, c'est pas sûr. Ouais. C'est comme ça, en tout cas, qu'on fera émerger les champions de demain, disait le président. On va revenir en détail sur ce plan, Stéphane De Vries. Mais d'abord, le diagnostic qui est posé ici, est-il le bon? Est-ce que le déclin français, c'est la conséquence de la désindustrialisation, des délocalisations qu'on a menées pendant toutes ces années? Vaste sujet. Déjà, je pense que la campagne présidentielle a commencé, donc on dirait. Le chéquier est sorti. Après, je ne sais pas si on peut faire le lien. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles la France est en déclin, s'il est en déclin, parce que ça dépend toujours des définitions. Et ce n'est pas forcément l'argent, parce que l'argent, il est là. Donc, sortir un chéquier pour donner 30 milliards d'euros en 5 ans, c'est qu'il n'est pas énorme non plus. Il faut une stratégie également. Oui. Mais là, c'est l'innovation qui est revendiquée, en tout cas. Oui, c'est vrai que l'innovation, enfin, on ne peut pas faire sans tous les enjeux qu'on doit faire face. On a besoin d'innover. Mais ce n'est pas en sortant de 30 milliards d'euros qu'on va s'en sortir. Il y a toute une structure, un système, un pays qui doit changer profondément, parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles la France est en déclin, notamment, par exemple, la bureaucratie, qui est vraiment qui empêche aussi l'innovation. Les lenteurs. La lenteur. Il y a plein d'autres raisons. Et là, on dit, en fait, si on donne de l'argent, tout ira bien. Mais en même temps, tout le monde rêve d'avoir son Elon Musk, son Jeff Bezos. Est-ce que c'est à l'État de le faire, ça? Parce que Jeff Bezos et Elon Musk, ils n'ont pas eu besoin de... Alors, ils ont quand même pu bénéficier, et l'un et l'autre, pas forcément des aides, mais d'un écosystème, en tout cas, dans lequel l'État, y compris l'armée américaine, favorisait l'innovation, avec un département, la DARPA, qui n'est conçu que pour ça, en fait, que pour favoriser les technologies du lendemain. Et ça rejoint un peu en écho les failles, peut-être, du pilotage qui n'a pas été au cœur du discours d'un Emmanuel Macron sur France 2030. C'est-à-dire qu'il y avait eu le plan de relance, il y a aujourd'hui le plan de la France de demain. Dans les deux cas, les priorités fixées sont extrêmement larges. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a aussi quelque chose à redéfinir. On veut être demain leader, en fait, dans l'hydrogène, dans la souveraineté alimentaire, en médecine, sur l'avion bas carbone. Enfin, ça fait quand même pas mal de sujets à explorer pour une enveloppe qui n'est pas extensible à l'infini. Et surtout, ça pose, à mon sens, deux autres problèmes. Un, celui du pilotage. Est-ce que, en gros, c'est de l'argent qui est confié au privé, qui peut en disposer tel qu'il le souhaite, quitte à ne rien trouver? Parce que c'est pas conditionné. Hein. Mais ça fait partie de l'innovation. On n'innove pas forcément pour trouver quelque chose. On ne trouve pas tout le temps quand on cherche. Ça, c'est la première question. Et ensuite, sur tout ce qui est notamment agroalimentaire et sur la médecine, ça pose la question du principe de précaution, puisque tout un tas d'innovations doivent permettre de se libérer de ce principe de précaution pour aller défricher des choses qui on va dire, sont pas très orthodoxes dans notre conception française. Il y a un autre enjeu aussi, Stéphane De Vries, qui est mis en avant, en l'occurrence, par Emmanuel Macron et aussi par ses concurrents ou partenaires en Europe, c'est la reconquête de la souveraineté dans un certain nombre de domaines, notamment d'ailleurs la santé, vous l'évoquiez un instant. C'est une des leçons de la pandémie. Et que ce soit l'Allemagne ou le Royaume-Uni portent aussi le même discours avec une intervention publique visant à reconquérir la souveraineté industrielle. C'est une façon de corriger certains effets de la mondialisation aussi en Europe occidentale? En fait, il ne faut pas penser que jusqu'ici, l'industrie n'a pas été subventionnée, parce qu'il y a énormément de subventions, que ce soit dans des formes des impôts, par exemple, ou d'autres subventions plus directes. Donc, c'est rien de nouveau. La fameuse stratégie autonome, autonomie stratégique, concept d'Emmanuel Macron, qui maintenant aussi est adoptée par les autres pays de l'Union européenne, certes, elle a un sens, absolument. Je ne suis pas sûr que ce soit un programme plutôt protectionniste, nationaliste aussi, parce qu'Emmanuel Macron a dit souvent, employé souvent le mot « la France », tandis qu'on n'est pas en France, on est en Union européenne, ou même plus large en Europe. Et en fait, lui, il veut reconstruire la France, il veut reconstruire un pays imaginaire, peut-être des années 80,
du siècle dernier, et c'est pas vraiment possible. Justement, vous évoquiez l'Europe, Stéphane De Vries, l'Europe, mais l'Union européenne, l'Union est un combat, on le sait, et précisément, l'un des objectifs de ce plan France 2030, c'est aussi de rattraper un de nos partenaires et voisins, l'Allemagne. Oui, parce que la France ne veut pas seulement être meilleure, elle veut être la meilleure, et donc surpasser l'Allemagne qui occupe déjà la première place du podium, et ça désole un certain nombre de personnes, dont Patrick Mignola, il est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. On regarde. Il faut réindustrialiser la France. Aujourd'hui, le PIB industriel allemand, c'est 20 000 $ par habitant. En France, c'est 14 000 $ par habitant. Si on revenait au PIB industriel allemand, on n'aurait plus de problème de déficit commercial et on garantirait pour les 20 ans qui viennent aux Français que ce ne sont pas leurs impôts qui paieront la dette Covid. Ouais, si je peux dire un truc... Stéphane, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que l'industrie allemande pèse 3 fois l'industrie française. Est-ce qu'on peut rattraper notre retard en conservant... On n'a pas de retard avec l'Allemagne, parce que cette obsession avec l'Allemagne n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous êtes déjà... les chiffres dans l'industrie. Mais en fait, si vous allez en Allemagne, l'Internet ne fonctionne pas. On ne peut pas payer en carte. C'est un pays extrêmement arriéré avec beaucoup de technologies. D'ailleurs, c'était l'un des enjeux de la campagne allemande récemment. Donc, on n'a pas vraiment un retard à l'Allemagne. Et encore une fois, on n'a pas un retard. Sur le poids de l'industrie dans le PIB, c'est un enjeu européen. Donc dire, quand le président de la République dit qu'il faut rattraper notre retard sur l'Allemagne, c'est extrêmement nationaliste et il dessert en fait... Il s'agit plutôt de bâtir une souveraineté européenne qui justement fasse concurrence à la Chine, aux États-Unis, aux autres grandes puissances. Tout à fait. Et dans ce cas-là, c'est pas grave si on a un retard par rapport à l'Allemagne parce qu'il y a toujours des États qui sont spécialisés dans l'un et dans un secteur et l'autre. On va changer maintenant de continent puisque nous allons passer à notre temps fort en images, de la semaine. Et le choix de 28 minutes samedi s'est porté ce soir sur le Burkina Faso. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé, le procès de ses assassins présumés s'est ouvert lundi à Ouagadougou avant d'être renvoyé pour 2 semaines. Un rendez-vous historique, mais en l'absence du principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire. Il a passé toute sa vie à fuir ses responsabilités, donc c'est normal qu'il ne soit pas là. Et qu'il soit là ou pas, il y a des témoins qui sont là, il y a des acteurs qui sont là, qui diront ce qui s'est passé. Et après, la justice va trancher. Sujet tabou pendant les 27 ans de règne de Blaise Compaoré, le putsch de 1987 et l'assassinat de Thomas Sankara font donc l'objet d'un procès. Mais tous les responsables présumés ne seront pas présents et le rôle de la France ne sera pas non plus évoqué. Alors, est-ce à dire, Denis Mukwege, que des décennies plus tard, la justice reste impossible dans le cas du putsch au Burkina Faso et de l'assassinat de Thomas Sankara, comme peut-être d'ailleurs au Congo. Je ne sais pas si au Congo, on peut dire que les bourreaux sont jugés eux aussi ou pas. Je crois que le cas de Thomas Sankara, pour nous, c'est une réponse, un signal fort adressé à tous les criminels en Afrique. Il faudrait qu'ils comprennent que le temps peut passer, mais sur les crimes des sangs, il ne faudrait absolument pas laisser faire. Et je crois que nous célébrons cette ouverture de ces procès, puisque nous considérons qu'enfin, après 34 ans, pouvoir juger ceux qui ont commis ces crimes... C'est encore une figure qui a énormément d'écho en Afrique, Thomas Sankara. C'est un symbole. Thomas Sankara, c'est un symbole en Afrique. Je pense que le fait que ces procès soient ouverts, ça doit être un message fort pour tous ceux qui commettent des crimes en Afrique. En République démocratique du Congo, ça fait 25 ans que les crimes se commettent de façon quotidienne. Et nous, notre plaidoyer, c'est que tout simplement, on puisse, par exemple, en République démocratique du Congo, établir une justice transitionnelle qui peut permettre de juger les criminels pendant plus de 25 ans. Parce que les criminels sont connus, les donneurs d'ordre sont connus, les criminels sont identifiés. Les criminels sont connus, madame, puisque, je vous dis, le rapport des Nations Unies, dans les annexes, les noms des criminels sont repris. Le grand problème, c'est que cette justice transitionnelle, il y a des intérêts derrière et qui font que nous attendons toujours que cette justice puisse être mise en place. Et il y a aussi, Néla Latrousse, dans le cas en particulier, en tout cas du Burkina Faso et de l'assassinat de Thomas Sankara, il y a aussi les influences étrangères extérieures à l'Afrique. Le rôle de la France, celui des États-Unis aussi. Et ces sujets-là, cette dimension-là,
ces dimensions-là ne sont pas présentes dans ce procès. Elle n'est pas présente effectivement dans ce procès, même si côté français, Emmanuel Macron s'est quand même donné du mal pour transmettre notamment toutes les archives liées à Thomas Sankara. Il les a déclassifiées, elles n'ont pas toutes été transmises encore. Il y a 3 lots qui ont été transmis. C'était une promesse qu'il avait faite lorsqu'il s'était rendu à Ouagadougou, tout juste élu. Et certes, effectivement, il n'y a pas que la France et les États-Unis, il y a aussi le rôle des pays voisins d'Afrique de l'Ouest, notamment du Togo, me semble-t-il, qui n'est pas forcément au centre du procès. Mais ensuite, la question, c'est de savoir en fait à quoi va servir ce procès. Est-ce que c'est un procès de réconciliation, comme vous le disiez juste à l'instant? Est-ce que c'est un pays avec 1000 meurtrissures qui accepte enfin de regarder ce qui a pu se passer dans son histoire pour en faire un procès pour l'histoire? Manifestement, ce n'est pas ce que souhaitent pour l'instant les juges qui ont refusé notamment que les audiences soient filmées pour que ce soit un procès pour l'histoire. Ou est-ce que c'est un procès pour dire que la question a été traitée? J'ai cru comprendre qu'au Burkina Faso, il y avait un certain nombre de doutes, y compris sur le fait que Blaise Compaoré puisse être jugé de manière, on va dire, assez impartiale, en disant est-ce qu'au fond, c'est pas un procès histoire de dire qu'il y a une réconciliation qui est faite et qu'on regarde l'histoire en face, mais en réalité, est-ce qu'au nom d'intérêts plus grands, on ne va pas finir par condamner des seconds couteaux et finalement blanchir les principaux responsables? En tout cas, ce procès qui a été renvoyé pour 2 semaines est supposé, doit reprendre normalement le 25 octobre. On va passer tout de suite à un autre sujet d'actualité. Et on va revenir en France, Nadia, avec cet autre sujet d'actualité. C'est 1 an après l'hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné il y a pile 1 an par un terroriste islamiste. À Conflans-Sainte-Honorine, et 1 an après, le souvenir est encore vif, en particulier dans l'esprit des enseignants. On va en reparler, mais effectivement, il y a eu plusieurs commémorations qui ont été organisées pendant ces 2 derniers jours, qui ont pris plusieurs formes, des inaugurations de squares, des marches symboliques, et puis surtout ce fameux temps d'échange dans les établissements scolaires. Stéphane De Vries, est-ce qu'on a surmonté le traumatisme collectif, puisqu'on a tous été bouleversés par cet assassinat, pour opérer un sursaut qui était nécessaire pour comprendre comment de telles atrocités ont pu être commises sur le sol français contre un enseignant? Non, je ne pense pas. Je pense que tous les profs sont encore extrêmement traumatisés, aussi les élèves, je suppose. Surmonter ce problème, c'est compliqué parce qu'il faut carrément reformer toute l'éducation nationale et c'est un énorme projet et c'est très difficile de s'attaquer à tant de... En commençant par quoi? Quel est le chantier le plus urgent dans ce cas s'il faut répondre? En fait, partout, avec tout, en fait. Alors, comme réponse à Néa Latrousse, il y a eu notamment d'envoyer 1000 formateurs dans les lycées sur la laïcité, pour parler de laïcité. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un échec déjà d'envoyer des formateurs sur la laïcité? C'est-à-dire qu'on ne sait pas en parler. Je trouve qu'il y a un échec sur le diagnostic qui a été posé au départ de l'assassinat de Samuel Paty. Ce n'a été pris que comme un problème de laïcité, alors qu'il y a toute une série de dysfonctionnements. Il y a une gamine qui a menti au départ, qui est un sujet qu'il va falloir aborder. C'est-à-dire que dans la relation entre les parents et les professeurs, est-ce que la parole de l'enfant, est-ce que les parents peuvent débarquer dans une école et ne se fonder que sur la parole de l'enfant? On n'a pas assez exploré ce thème-là. Il y a ensuite un père qui a pris cette affaire, qui en a fait une affaire politique, jusqu'à ce qu'un 3e acteur s'en empare pour en faire... la viralité des réseaux sociaux pour faire circuler. Donc il y a tout de même tout un tas Il y a un activiste islamiste qui ensuite il y a aussi le fait que Samuel Paty, au sein de son école, lorsqu'il a expliqué qu'en réalité, il n'avait pas demandé aux élèves musulmans de se signaler et de sortir, n'a pas été entendu par sa hiérarchie dans un premier temps. Et on ne traite la question que par le bout de la laïcité, alors qu'à mon sens, c'est l'ensemble de la dimension qui doit être embrassée. Même si à l'origine, il a commencé à être menacé parce qu'il a montré des caricatures de Charlie, il faut le rappeler, tout simplement parce qu'il a montré des dessins en classe. C'est de là que sont parties les menaces. Oui, c'est le fait déclencheur, mais il se passe derrière tout un tas d'autres événements qui sont laissés de côté pour ne se focaliser que sur le fait générateur. Et je crois qu'on aurait tort de négliger les autres dimensions, parce que Samuel Paty, aujourd'hui, c'était parce qu'il a montré une caricature. Demain, ce sera parce qu'un professeur aura demandé à quelqu'un de se vêtir décemment, ou qu'il aura tenu un autre propos sur je ne sais pas quelle autre communauté, qui sera là aussi transformé, sorti de l'école, etc. Donc je pense qu'il y a une façon de l'aborder de manière plus systémique et moins anecdotique. Denis Mukwege, comment on peut répondre à un problème de cette ampleur? Je crois que vous avez parlé de plusieurs dimensions, mais il y a une dimension que je crois on n'en parlait pas assez en ce qui concerne Samuel Paty, c'est le lavage des cerveaux de jeunes
où on leur apprend à faire quelque chose et les jeunes finissent par croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que cet aspect-là, on le voit en République démocratique du Congo, où la décapitation, un jeune dans le livre, et je le décris bien, un jeune qui me dit, quand vous égorgez une chèvre, qu'est-ce que vous sentez? Vous n'avez pas d'émotion. Et je pense qu'à partir du moment où... ça peut être un problème d'éducation. Justement, c'est là que la laïcité est un enseignement émancipateur. Mais je pense qu'il faut faire très très attention de laisser les extrémistes faire le lavage des cerveaux, surtout de jeunes enfants. Et malheureusement, je crois que ce type de terrorisme se passe dans mon pays et ce sont des gens qui ont un lavage des cerveaux, ils croient, ils font ce qu'ils font, mais c'est pour terroriser au service des commanditaires. Et justement sur ce rapport au blasphème d'une part, puisqu'il a été brandi par certains, et puis à la laïcité, à son enseignement d'autre part, il y a un sondage, 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Mathieu, il y a un sondage qui montre une certaine fracture générationnelle en France. Alors complètement. Alors déjà, au départ, c'est vrai que c'est une étude réalisée par l'IFOP pour le magazine Marianne, et c'est une étude au départ qui montre que la majorité des 18-30 ans interrogés restent profondément marqués par l'assassinat de Samuel Paty, puisqu'ils sont 85% à se dire encore choqués. Mais il y a tout de même 19% qui affirment que cet acte n'a suscité que de l'indifférence chez eux. Pourtant, là où la différence générationnelle se fait, en fait, c'est sur le concept d'irrévérence et d'amusement face aux principes religieux. 73% des 18-30 ans interrogés estiment d'un côté que l'on parle trop de religion en France et de l'autre, 72% estiment qu'il faut respecter les religions afin de ne pas offenser les croyants. Encore plus serré, le résultat, la question sur la liberté de la presse et la loi de 1881 qui autorise la critique à l'égard d'une croyance. Eh bien, 4 jeunes interrogés sur 10 la désapprouvent, cette loi. Alors, il s'agit bien sûr d'un instantané, d'une photographie d'une partie de la jeunesse que l'on peut mettre en parallèle avec une autre étude de l'IFOP parue fin septembre montrant que désormais, une majorité de Français ne croient plus en Dieu, tout simplement. Alors, Néa Latrousse, c'est vrai que le fossé générationnel sur la laïcité est en train de se creuser, mais on voit véritablement de plus en plus, de manière importante, quand même, là, ce fossé générationnel. Oui, et notamment parce que les nouvelles générations sont autant éduquées par l'éducation nationale, l'école, mais par aussi un accès à de la presse étrangère, un accès à une production culturelle étrangère. Je vous prends juste un exemple. Moi, je suis franco-algérienne. Sur la région qui est la mienne, le Maghreb, aujourd'hui, la première langue dans laquelle s'informent les 18-24 ans, ce n'est plus l'arabe, c'est l'anglais. Donc, à partir de là, forcément, vous avez accès aussi à un certain nombre de références qui ne sont plus celles, forcément, du pays dans lequel vous vivez. Ça vaut pour le Maghreb, ça vaut pour la France aussi, où Jean-Michel Blanquer, en lançant son cercle de réflexion, le ministre de l'Éducation français a expliqué que l'un des plus gros dangers, c'était la vague woke qui venait des États-Unis. Donc, à partir de là, le rapport à la laïcité devient un peu plus distant. L'école n'est plus un sanctuaire. N'est plus le sanctuaire de la République comme elle n'est l'est plus présentée. le seul endroit où l'on apprend. En revanche, et c'est en cela qu'il y a une spécificité française aussi sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est pas le ministère de l'Instruction, c'est le ministère de l'Éducation. Donc en fait, on fait de vous un citoyen, on ne fait pas de vous un super savant ou un sachant. Et c'est là-dessus qu'il y a sans doute un truc à aussi réorganiser ou à réorchestrer, à dire la laïcité, ce n'est pas un postulat de base, c'est ce vers lequel on essaye de tendre. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de vivre tous ensemble sans se taper dessus. Mais peut-être qu'aussi en faire en fait l'alpha et l'oméga de toutes les rentrées, et j'ai vu les professeurs en fait s'en inquiéter aussi un petit peu à l'approche de l'hommage de Samuel Paty, du fait que les politiques et les médias en fassent un débat si enflammé, alors que ça ne devrait être qu'un objet d'éducation interne entre les professeurs et les élèves, ça n'aide pas, on va dire, à simplifier ce rapport ou cette compréhension de la laïcité. Si vous regardez Netflix matin, midi et soir, que vous lisez la presse étrangère et que par ailleurs vous avez toutes les demi-heures une explication différente d'un homme politique sur ce qu'est la laïcité, c'est un peu plus compliqué pour les profs d'expliquer ce que c'est calmement. Merci Néa Latrousse, merci à tous les deux. Puis si vous regardez trop Netflix, vous n'avez plus le temps de regarder Arte, donc évidemment, il vaut mieux rester sur Arte. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Denis Mukwege, vous restez avec nous, bien sûr. Vous allez voir, c'est l'heure de retrouver maintenant quelqu'un qui passe son temps à faire son intéressant. C'est l'inimitable David Castello-Lopez, bien sûr. Et ce soir, il pose une question très intéressante, mais vraiment très, très intéressante. Est-ce que les supporters de foot aident vraiment leur équipe à gagner ? Oui. Est-ce que les supporters de foot aident vraiment leur équipe à gagner ? Beaucoup de supporters de foot hurlent.
Ils hurlent parce qu'ils pensent que cette manifestation bruyante de leur enthousiasme augmente la probabilité que leur équipe gagne des matchs. Et a priori, cela semble vrai. D'après les meilleures études sur la question, les équipes qui jouent à domicile, donc devant un plus grand nombre de leurs supporters, ont environ 50% de chances en plus de gagner leur match que lorsqu'elles jouent à l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment grâce aux supporters ? Intéressant. Pendant longtemps, il a été impossible de répondre à cette question. Mais en 2020, un événement a tout changé. La pandémie. Pendant des mois, les équipes de football du monde entier ont joué devant des stades vides. Donc si les supporters étaient vraiment utiles aux équipes, leur absence aurait dû gommer la différence de performance entre jouer à domicile et jouer à l'extérieur. Or, ça n'a pas été le cas. Selon l'étude de Fabian Wunderlich de l'Université allemande du sport à Cologne, qui a analysé plus de 40 000 matchs avant et après la pandémie, même sans public, les équipes de foot qui jouaient à domicile ont continué à gagner sensiblement plus souvent que lorsqu'elles jouaient à l'extérieur. En bref, la présence des supporters ne change donc presque rien au résultat des équipes qu'ils soutiennent. Mais alors, si ce n'est pas grâce aux supporters, pourquoi est-ce que les équipes de foot gagnent plus souvent quand elles jouent dans leur stade ? Eh bien, entre autres, parce que lorsque les joueurs jouent à domicile, ils sont plus habitués aux particularités de leur terrain et de la zone dans laquelle ils jouent. Par exemple, si c'est un endroit où il fait très chaud, ils ont tendance à gagner plus souvent face à des équipes extérieures qui ont moins l'habitude de la chaleur. De la même façon, les équipes qui ont l'habitude de jouer en altitude, où il y a moins d'oxygène, sont favorisées par rapport aux équipes dont les stades sont plus bas. C'est ce qui explique probablement que l'équipe de Bolivie, qui joue habituellement dans un stade à 3600 mètres d'altitude, soit particulièrement difficile à battre à domicile. Les supporters de foot peuvent continuer à crier, il faut juste qu'ils aient à l'esprit que leurs cris ne servent pas à grand-chose. Merci David Cassio-Lopez. Calmez-vous, arrêtez de crier 2 secondes, Jean-Mathieu, là, il était complètement... Hein, on n'est pas au stade, Jean-Mathieu, on n'est pas au stade. Bonsoir Marie Bonisso, bienvenue à vous Marie, avec votre photo de la semaine. Et ce soir, votre photo illustre un nouveau conflit, la tension qui monte entre le Japon et les 2 Corées à cause d'un bol de curry. Oui, un petit curry aux fruits de mer accompagné de riz qui a été servi dans un restaurant japonais il n'y a pas longtemps et qui a mis en colère les médias des 2 Corées du Nord et du Sud. Je vous montre tout de suite le menu, vous allez comprendre. Le problème, c'est une petite devinette. Est-ce que la forme du riz vous fait penser à quelque chose? Un petit peu, oui. Oui, mais je peux pas le dire. Trop forte, Nadia. Effectivement, je n'ai pas triché. Vous pensez à autre chose. Continuez, Marie, continuez. Moi, je pensais à des poissons à la base, mais non, effectivement, Nadia, ce sont c'est donc du riz en forme d'île, sur lequel le cuistot a mis un petit drapeau du Japon. Ce sont les îles Takeshima en japonais, les Coréens les appellent les îles Dokdo. Et alors la Corée du Sud et le Japon se disputent ce tout petit territoire depuis les années 50 et l'indépendance de la Corée, qui a été pendant très longtemps, je vous le rappelle avant, une colonie japonaise. Alors comme vous le voyez sur cette carte, les îles sont pile au milieu entre la Corée du Sud et le Japon. La dispute ne porte pas tant sur l'intérêt de ce lieu venteux qui abrite plus d'oiseaux que d'humains. Sur ces îles, il y a une trentaine de gardes-côtes coréens et une veuve octogénaire qui est la seule habitante officielle de ce caillou. Non, ces îlots, ils sont stratégiques parce qu'ils délimitent le méritoire de la Corée du Sud et du Japon, donc les territoires dans la mer, dans une zone qui est extrêmement poissonneuse et en plus de ça, riche en matières premières. Alors ce conflit n'a jamais été résolu. En fait, à chaque fois que Séoul veut énerver Tokyo et réciproquement, on relance le dossier. D'ailleurs, ces îles, tous les autres pays du monde, pour ne pas prendre parti, les appellent rochers du Liancourt. Liancourt étant un baleinier français qui aurait découvert ces cailloux au XIXe siècle. Il y a 4 ans d'ailleurs, quand Donald Trump avait rendu visite au président sud-coréen, on lui avait servi, encore une histoire de menu, une crevette en haut à droite qui avait été pêchée au large justement de ces rochers de la discorde, ce qui avait fait bondir à l'époque les nationalistes japonais. Énervement qui se ravive aussi à chaque Jeux Olympiques, JO d'hiver 2018. C'était en Corée, rappelez-vous, c'était à Pyeongchang, et JO d'été 2020 à Tokyo. Et à chaque fois, les comités olympiques publie des cartes officielles en s'appropriant ces îles. Il n'y a que les Coréens et les Japonais qui le remarquent, mais ça énerve tout le monde. La dispute est sans fin. Elle est symbole de 2, voire 3 pays, puisque la Corée du Nord s'y intéresse aussi, qui ont encore beaucoup de mal à se réconcilier. En arrière-plan, évidemment, il y a les très mauvais souvenirs de l'occupant japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Travail forcé, esclavage sexuel aussi.
de milliers de Coréennes. D'ailleurs, certains aujourd'hui, dans les deux pays, en appellent à une réconciliation sur le modèle franco-allemand, mais on en est loin. Eh ben voilà, vous avez raison, Marie. Et pour se réconcilier, vous savez ce qu'il faut? Non, une petite Corée, évidemment. Non, bon, on n'a pas le temps. Merci à tous, mes amis. Merci Denis Mukwege d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Merci Marie Bonisso, merci à tous. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, avant de lire, bien sûr, La force des femmes chez Gallimard, il faut regarder ce documentaire historique Marie-Antoinette, ils ont jugé la reine. Lundi à 20h05, vous retrouverez notre reine à nous, Elisabeth Quint, bien sûr. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a évoqué la mémoire de ce grand professeur que fut Samuel Paty, on va nous aussi lui rendre un petit hommage en écoutant un morceau de son groupe préféré. C'était U2. One. Tchuss. One life, when it's one